Ce balado est une présentation du Centre de services scolaires Chemin du Roi. Apprendre, réaliser, ensemble. Bienvenue à Après la cloche, le balado conçu pour accompagner les enseignants dans leur parcours professionnel avec une attention toute particulière pour ceux en début de carrière. Notre mission? Vous offrir des outils pour grandir, nourrir votre bien-être et renforcer votre sentiment d'appartenance à la communauté enseignante. Ici, nous partageons des histoires inspirantes d'enseignants et d'experts qui, chaque jour, contribuent à créer un milieu scolaire humain, inclusif et bienveillant. Je suis Pascal Romano, mentor ressources, passionnée par l'éducation et par le soutien aux enseignants en début de carrière. Et j'ai la chance d'animer ce balado après la cloche avec mon co-animateur François de Caroufel, conseiller en insertion professionnelle. Bonjour François, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi? Bien sûr. Bonjour Pascal. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Mon nom, comme tu as dit, c'est François Descaroufel. Je suis conseiller pédagogique en insertion professionnelle depuis 7 années. Très heureux de mon nouveau rôle. Ancien enseignant depuis plusieurs années, 22 ans d'expérience. Mais là, un nouveau défi cette année pour moi. Et pour enrichir nos discussions, aujourd'hui, on accueille deux invités spéciales. D'abord, Evelyne Laroche, ergothérapeute spécialisée en santé mentale, qui nous partagera ses outils et ses stratégies pour cultiver le bien-être au quotidien. Donc, bonjour Evelyne, est-ce que tu peux nous parler de ton rôle au sein du Centre de services scolaires? Bonjour à vous deux, merci de m'avoir, je suis très contente d'être ici. Effectivement, je suis ergothérapeute en santé mentale. On l'entend pas souvent, celle-là, surtout pas dans un milieu comme le CSS. Le CSS a créé mon rôle, ça fait maintenant 2 ans, donc on remonte en 2023. Puis le but, c'est vraiment d'accompagner les personnes à demeurer au travail de façon la plus saine, dans un état de mieux-être. Donc moi, je fais des accompagnements individuels, des accompagnements de groupe, je donne beaucoup de formations. Puis le but, c'est vraiment d'aider les gens à aller mieux en se basant aussi sur leurs habitudes de travail, puis concrètement, qu'est-ce qu'ils font comme travail. Ça se veut une approche plutôt concrète. On est loin de l'ergonomie de bureau. Oui, effectivement. Maintenant, je vous présente Lisanne, une enseignante qui a transformé ses habitudes de travail au fil des années parce qu'elle voulait prendre soin d'elle. Donc, Lisanne, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup pour la belle invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Donc, aujourd'hui, on s'attarde à un sujet qui est essentiel, le bien-être en enseignement. Enseigner, c'est une passion pour plusieurs d'entre nous. C'est aussi, par exemple, un grand défi puis une grande responsabilité. Ça peut nous mettre un grand poids sur les épaules. Donc, dans cet épisode-là, on va explorer ensemble les différentes façons de prendre soin de soi. Parce que le bien-être au travail, c'est pas un luxe, c'est pas... on veut pas être à la conquête de ça parce que ça serait bien. C'est un essentiel, être bien au travail. C'est une clé pour avoir une carrière qui est durable, pour avoir une carrière épanouissante. Donc, plongeons dans ce sujet crucial et on va voir ensemble comment on peut contribuer à une vie professionnelle et scolaire qui est plus équilibrée. J'ai une première petite question, Lisanne, pour toi. J'aimerais ça que tu nous parles de toi comme enseignante. Comment tu étais dans tes premières années dans ta pratique? Oui, avec plaisir. Écoute, moi, j'ai commencé au secondaire privé. Je tripais sur mon travail. Et puis, après plusieurs années, par contre, j'avais quand même un rêve, une petite flamme qui brûlait à l'intérieur de moi, qui datait de l'université. C'était d'enseigner au primaire. Alors, j'ai foncé. J'ai fait le saut au primaire public. Donc, je recommençais en bas de l'échelle après plusieurs années parce que là, je transférais au public. Au lieu de le voir négatif, par exemple, je l'ai vu vraiment comme une opportunité incroyable. J'ai parcouru le centre de service quasiment au grand complet. Le matin, je pouvais être à Louisville, l'après-midi à Sainte-Anne-de-la-Pérade. J'ai rencontré beaucoup d'élèves, différents milieux, des collègues en or. Ensuite, j'ai eu des contrats dans 2-3 écoles en même temps. J'ai fait de la francisation, de l'école à domicile. Tu sais, je continue à courir de belles expériences en belles expériences. Je suis quelqu'un de vraiment très exigeante envers moi. Chaque suppléance, chaque contrat, chaque élève méritait un mois à 100%.
si moi, je tripais dans ce que je faisais, mes élèves allaient triper. Je te fais une parenthèse pour te connaître, Lisanne, pour avoir travaillé avec toi. Tu te donnes tellement, t'es un rayon de soleil quand t'arrives. Fait effectivement, là, que l'énergie que tu devais passer, puis probablement quand tu voyais ces enfants-là, tu voulais vraiment tout leur donner, puis tu sais, t'es une fille vraiment passionnée. Fait que, tu sais, je comprends où est-ce que tu t'en vas, là. Exact. Je suis vraiment exigeante, je suis une intense, mais je prenais chaque élève et son bagage sur mon dos. Je me faisais un devoir d'enseigner ma matière, mais aussi d'éduquer chaque élève avec de belles valeurs. J'étais très impliquée émotivement. J'aidais même au service de garde sur l'heure du midi, malgré que j'avais fini là, mon travail et que normalement je serais en pause dîner. Je restais pour que tout se passe bien avec les élèves et que l'éducatrice du service de garde, ça allait bien aussi pour elle. Donc, je prenais jamais de pause. Et puis, à force de courir, même quand j'ai eu mon poste, ben je m'essoufflais à petit feu sans jamais vraiment le savoir. Je voyais toutes les failles, les faiblesses. Je voulais tout réparer, corriger, aider. Puis à travers ça, je suis obligée de dire, t'as des enfants, t'as plusieurs enfants, tu sais, puis souvent on peut parler juste de la vie professionnelle, mais on a un côté, notre vie personnelle aussi, qui peut venir influencer sur à quel point la vitesse de croisière ça va vite dans notre quotidien, là. Puis on le sait que d'avoir des jeunes enfants, ben c'est essoufflant. C'est tout à fait, oui. Travail temps plein, les enfants, la routine, différents milieux. Quand on commence sur le marché de l'enseignement, là, vraiment, on n'a pas notre poste tout de suite, puis c'est s'adapter tout le temps. Tout effectivement, la course folle, hein? Exact. Oui, je dois vraiment ajouter que c'est le portrait que je vois le plus souvent au CSS, là, des enseignantes, enseignants qui sont passionnés, puis qu'à un moment donné, ils mettent beaucoup d'énergie, ils mettent beaucoup de temps, beaucoup de ressources personnelles, et que là, la surcharge qui peut être tant occupationnelle, mais la surcharge peut même devenir émotionnelle, puis que ça peut devenir beaucoup pour un corps ou pour un cerveau à tolérer. Fait j'imagine qu'à un moment donné, ça a pu être beaucoup pour toi, cet aspect-là, mais moi, c'est vraiment dans une pratique préventive ce que je vois le plus fréquemment là, comme portrait au CSS. J'ai suivi une formation avec toi, Evelyne, que j'ai trouvé super intéressante il y a quelques semaines, qui était prévenir l'épuisement au travail. Et puis, il y a une phrase qui m'a vraiment marquée, puis là, tu me corrigeras, puis tu le diras correctement. Mais moi, ce que j'en ai compris, c'est que finalement, le profil des enseignants, donc le type de personnalité qui va s'inscrire à l'université en enseignement, qui veut aller enseigner, ben c'est un type de personnalité qui est plus propice à l'épuisement puis aux arrêts de travail. C'est pourquoi? Parce qu'on est passionné, parce qu'on est empathique, parce qu'on veut prendre soin des autres. Explique-nous. Tu viens de le nommer. Les statistiques, c'est vraiment ce qui nous montre que les gens qui décident d'aller en enseignement, il y a d'autres profils aussi, notamment des professionnels de la santé, mais chez la population enseignante, il y a une plus grande proportion d'empathie, fait que de capacité à se mettre à la place de l'autre. Et cette super belle empathie-là, c'est une super belle qualité, mais ça l'apporte plus de fatigue empathique, puis ça l'apporte les gens à se surmener davantage par souci de se mettre à la place de l'autre, justement. Oui. Puis le prendre soin d'eux. C'est toujours à vouloir prendre soin de nos élèves. C'est facile quand... Puis je pense qu'on est des personnalités qui aiment beaucoup, qui s'impliquent. On veut développer des relations positives avec nos élèves. Fait que souvent, on va dépasser un petit peu le cadre de notre travail, si je comprends bien. Puis ça, je l'entends. C'est un couteau à double tranche. Oui, tout à fait. Le souhait de vouloir aider l'élève, que ce soit un élève du primaire, secondaire, je l'entends beaucoup aussi pour la formation professionnelle, le souhait de vouloir la réussite de l'autre. Donc, la fameuse image du masque à oxygène, c'est vraiment ça que la majorité des enseignantes vont avoir tendance à mettre le masque à l'autre, à l'élève, avant soi-même, vraiment dans une optique de réussite, puis dans une optique de mieux-être à l'élève avant son propre mieux-être. C'est vraiment une belle image. Ouais. Vraiment. Puis tu nous parles de formation professionnelle, puis ça m'allume une cloche, tu sais, parce que les gens qui sont en formation professionnelle, ce sont des gens souvent qui sortent d'un métier, donc des plombiers, des électriciens, qui doivent retourner aux études parce qu'ils n'ont pas fait d'études en enseignement, donc faire des études de soir en même temps qu'ils travaillent à temps plein. Et puisqu'ils sont un petit peu avancés dans le temps aussi, ce sont des gens qui ont souvent des familles à charge. Je pense aussi à tous les étudiants qui commencent à travailler en même temps qu'ils étudient. On peut
vite s'y perdre, là. Ça peut être vraiment, vraiment très surchargeant. Surchargeant. Oui, exactement. Puis, toutes les gens qui sont en insertion professionnelle aussi, je pense que ce sont des gens qui sont jeunes. Et qui dit jeune dit beaucoup souvent sur les réseaux sociaux. Puis, je pense que ça aussi, c'est un couteau à double tranchant parce que tant qu'on peut s'inspirer des enseignants qui sont sur les réseaux sociaux, tant on peut aussi vouloir sans arrêt leur ressembler. Et puis là, on a une porte ouverte sur tout ce qui se fait partout dans le monde en enseignement, tu sais. Fait que c'est sûr que ça, puis dans les faits, là, ils nous ouvrent la porte sur un très petit pourcentage. 1%, on voit une fenêtre, puis c'est ce qu'ils ont fait cette journée-là, puis nous, on se fait des images que c'est comme ça sans arrêt dans leur classe. On veut leur ressembler, puis à un moment donné, ça peut devenir super anxiogène de toujours se sentir pas à la hauteur, puis de devoir en faire plus. Ça met de la pression sur l'enseignant, effectivement, d'être parfait, puis Exact. de se dépasser. Moi, j'aurais une autre question pour toi, Lisanne. Là, à un moment donné, il y a eu l'arrêt de travail. Moi, j'aimerais savoir comment tu t'es sentie. C'était quoi tes émotions quand c'est arrivé? Ça doit avoir bouleversé complètement ta vie, oui, au niveau professionnel, mais au niveau aussi personnel. Écoute, à force de courir, je m'essoufflais. Je m'en rendais pas tant compte, mais je m'essoufflais. Puis à un moment donné, c'est ma tête qui a lâché, tranquillement. Je me rendais compte que j'allais de moins en moins bien. Ça commençait à déborder, mais je voulais continuer. Mais là, des mois après des mois, ça commençait à déborder. La charge mentale, l'accumulation depuis les dernières années, l'anxiété est apparue. Je voulais continuer, je me battais. J'avais tellement de beaux projets avec mes élèves. Je voulais vraiment, vraiment, vraiment continuer. Puis à un moment donné, j'ai pas eu le choix d'arrêter. C'est mon corps qui a lâché. Fait que, par contre, j'ai quand même continué à me battre, même en arrêt de travail. Je montais les cours des suppléants, je continuais à m'entraîner. J'avais un horaire super rigide. Vraiment, là, je travaillais quasiment aussi intense que quand j'étais à l'école. Donc, c'est comme si tu n'avais pas accepté de te reposer, là. Ah, pas du tout. Ah, Je ne comprenais pas. Mon arrêt de travail, il a vraiment été similaire à... Je le compare un peu aux étapes du deuil. J'ai été dans le déni. Quand même assez longtemps. Après ça, la colère envers moi-même. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça que je l'ai fait pendant tant d'années? Me courir pendant tant d'années à valser entre mon emploi avec la famille et tout. Puis là, qu'est-ce qui m'arrive? Tu sais, ça a provoqué beaucoup de colère. J'ai marchandé. Puis finalement, à un moment donné, j'ai dû accepter. Est-ce que c'est une fatigue que tu avais physique ou mentale ou à quoi ça ressemble? Est-ce que ça se décrit? Tu as même parlé de douleurs physiques. Ouais. Evelyne, c'est pas la première fois que j'entends ça. Ouais. Là, des gens qui disent « J'étais au bout du rouleau, mais c'est pas ma tête qui a commencé à lâcher, c'est mon corps. » tu sais. En vrai, ça a commencé par ma tête. Avec la charge mentale, l'anxiété était apparue, j'avais aucune douleur physique. Fait que je continuais, j'essayais de gérer ma tête. Mais après ça, c'est un professionnel il m'a parlé de ça. Dans le fond, ça commence par la tête. Après ça, ça descend dans le corps. J'ai commencé à avoir des points dans le dos. J'ai commencé à avoir quand je marchais, un point dans le bas du dos, à la hanche, n'importe quoi, là. Je suis une fille super en forme. Fait que, ça avait comme pas rapport, là. Mais ça fait son chemin tranquillement, pas vite. OK. Puis là, à ce moment-là, en arrêt de travail, tes journées, ça ressemble à quoi? Écoute, j'ai rencontré un professionnel qui m'a donné une recette à suivre. Mange, marche, dodo. Mange, marche, dodo. Mange, marche, dodo. Il m'a dit, soit tu suis la recette que je te donne, soit tu t'en vas dans le mur. Parce que présentement, tu te lèves super de bonne heure encore, tu prends les enfants pour l'école, tu t'entraînes, tu fais 1 million d'affaires, tu sais. Il dit, là, tu t'en vas dans le mur présentement. Fait qu'il dit, moi, je te donne la recette à suivre pour que tu ailles mieux. Fait que j'ai décidé de l'écouter. Bravo! Ouais, j'ai décidé de l'écouter. Je me suis reposée. J'ai tranquillement arrêté de courir. J'ai tranquillement arrêté de faire du multitâche. Ça, j'en faisais énormément depuis des années. J'étais une super bonne personne, là, vraiment une très, très bonne candidate à faire du multitâche. Écoute, j'ai commencé à sélectionner les tâches aussi, à focusser sur le moment présent, une tâche à la fois. Puis, je me faisais un point d'honneur de faire ma tâche, mais en étant bien et de la faire tranquillement. Alors, merci aux professionnels qui m'ont donné cette recette-là. Ça m'a vraiment aidée. C'était un apprentissage, une nouvelle façon de vivre.
Et puis, mais je tripe autant qu'avant, sinon plus, dans ma job parce que j'ai appris à ralentir. Ouais, c'est ça, Pendant j'allais te mon arrêt demander de comment travail. finalement, là, t'es sortie grandie de tout ça. Tu sais, t'es éventuellement retournée au travail. Evelyne, donc, t'as-tu quelque chose à Oui, dire? mais j'allais juste mentionner que tu as été super bien soutenue, que ça se veut un super conseil. Moi, j'utilise des mots différents pour dire effectivement que dans le tout début de l'arrêt de travail, là, il faut donc bien lâcher prise. Puis moi, je dis, il faut, entre guillemets, le décrocher du travail. Ce que tu dis que ça a pu prendre du temps pour toi et tout ça, mais je le vois vraiment que plus c'est long avant qu'on décroche du travail, puis qu'on accepte de plus aller regarder les courriels, qu'on accepte d'être à la maison, accepter de faire les choses différemment, ralentir, c'est ce qui va être le plus gagnant, puis c'est ce qui va permettre à la personne de prendre du mieux, de se reposer. Le repos, c'est effectivement dormir, mais le repos, c'est faire des activités qui sont calmes, des activités qui sont apaisantes. Et que les premiers moments de l'arrêt de travail, là, c'est ce que je recommande aussi, c'est ce que tu as fait, mais je l'entendais dans la façon que tu le partageais. C'est vraiment pas simple à faire, puis j'aurais vraiment le goût de soulever le mot culpabilité, là. Moi, c'est ce qu'on me dit le plus souvent. Ah, mais je pense à mes collègues ou je pense à la personne qui me remplace, je pense aux élèves que je suis pas là, qu'est-ce qu'ils font sans moi, puis là, est-ce que je devrais faire ci ou est-ce que... et là, même pour ma propre famille, comment eux, ils me perçoivent, le fait tu sais, ce qui ressort vraiment de cette première phase-là pour toutes les personnes que je rencontre, c'est cette fameuse culpabilité, mais j'entends vraiment comment tu as pu aller, tu sais, plus loin là-dedans, puis réussir à lâcher prise, mais je souligne comment c'est difficile à faire, là. C'est difficile et c'est long. C'est vraiment très long. Oui, exactement. Ben, tu allais en parler un petit peu tantôt, là, dans ta pratique actuelle, là. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que tu as changé des choses par rapport à avant ton arrêt ou as-tu des petits trucs? Ben, écoute, j'ai pas lâché prise sur l'enseignement de ma matière, sur l'éducation de chaque élève. Je donne encore mon 100%, mais j'ai compris que je ne suis pas seule. Et j'ai compris qu'au lieu d'accélérer, je ralentis. Fait que quand tout va vite, là, au lieu de peser sa pédale encore plus, je me ralentis, je prends le temps de voir ce qui se passe. Quand il y a quelque chose qui est non compris, mettons un élève, quand il y a quelque chose dans ma matière qui est non compris, au lieu de vite, je recommence à la base. Une consigne à la fois, je prends mon temps. Puis autant le lien de confiance, de respect est important avec les élèves, il est super important avec mon équipe école, mes collègues. J'ai vraiment des collègues en or. Puis on à travers les années, on tisse vraiment des liens importants, des liens de confiance. Puis en ralentissant mon rythme, je me donne le temps de ventiler. Je me donne le temps d'écouter. Je me donne le temps de demander conseil, de parler, de demander de l'aide. Je prends le temps vraiment de réfléchir. Bravo, c'est vraiment un bon point là ce que tu dis. Puis je pense qu'il n'y a pas personne en 2024 qui peut enseigner tout seul à porte fermée. On a une équipe autour de nous, on a des psychoéducateurs, des TES, des orthopédagogues qui veulent, ils demandent juste à être dans nos classes, à nous donner un coup de main, des conseils. Fait qu'il faut les utiliser. Puis nos collègues d'à côté, ça nous prend des espaces sécuritaires, des gens, justement là, je pense que tu as dit le bon mot. Puis Evelyne t'en parle souvent pour ventiler, des gens on sait que qui sont pas dans le jugement, qui sont dans l'accueil, qu'on peut parler, qu'on peut trouver des solutions ensemble, surtout quand on a des élèves en commun, qu'on est des intervenants qui travaillent dans le même sens pour un élève, ben on peut s'en jaser puis se rappeler effectivement que tout ne repose pas sur nos épaules à nous, là, ça enlève une grande pression. Sérieusement, je vous écoute, puis je veux juste nommer le fait que le facteur numéro 1 du maintien au travail, c'est le support des collègues. Puis je sais qu'il y en a plusieurs qui ont peur ou qui veulent pas déranger, qui veulent pas déplaire, mais n'hésitez pas là, de parler à peu importe le collègue, que ce soit de votre école, d'un autre milieu, mais c'est effectivement, je dis souvent ça, Pascal, ventiler sans ruminer. Fait que ventiler, là, n'hésitez pas. Puis lâchez-vous lousse. Des fois, c'est parce qu'on a peur du jugement des autres aussi, mais ça a tellement pas lieu d'être, là.
Puis j'ai envie d'ajouter en insertion professionnelle, là, utilisez vos mentors. Ils sont là pour ça, pour vous donner des conseils avisés, pour vous recevoir exactement comme vous êtes, dans votre authenticité, dans vos vulnérabilités. Ils sont pas là pour juger, puis ils raconteront pas ça à personne. Fait que je pense que ça peut être c'est une chance là, finalement quand on est dans nos 0,5 ans d'avoir un mentor à qui se confier comme ça. Puis quand on est plus vieux, je pense qu'on a tous là, dans nos écoles une ou deux personnes à qui on peut vraiment faire confiance puis se confier. Moi, en fait, au quotidien, là, j'essaie de me donner des objectifs à court terme, tu sais, des petites activités agréables que je vais avoir à faire pendant la semaine, puis ça m'aide au travail, ça m'aide à être plus centré. Puis là, ben, je sais que, par exemple, le jeudi, je vais avoir ma petite partie de hockey. Le samedi, ben, il y a ma fin de semaine avec ma famille, je vais faire un petit voyage. Donc ça m'aide. Donc, objectif court terme, c'est super important. Je sais pas si toi aussi, tu fais ça un peu dans ta vie professionnelle, là. Ben, dans vie professionnelle, vie familiale, j'ai commencé à prendre des moments pour moi. Ce que je faisais pas, je prenais pas de pause, c'est tout le temps go, 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 go. Fait que là, j'ai appris à... C'est ça, c'est important. Tout à fait. Faut penser à nous. Donc, en faisant ces petites activités-là, ben, on est heureux, on est de bonne humeur, puis ça nous aide à avancer. Dis-moi, Evelyne, pas Evelyne, pardon, Lisanne, qu'est-ce que tu aimerais dire à la Lisanne de début de carrière? Oh là là! Mettons que tu te rencontrais là, il y a 10 ans, qu'est-ce que tu aimerais lui dire pour... je sais pas si l'idée, ce serait de t'éviter des défis, mais qu'est-ce que tu aimerais lui dire à cette personne? Écoute, je pense que je lui dirais ralentis. Ralentis. Prends pas le monde sur tes épaules. Prends du recul. Embarque-toi pas dans le multitâche. Fais une chose à la fois. Sois bien. Tu sais, moi, je suis une personne fondamentalement de bonne humeur, mais à un moment donné, trop, c'est trop. Puis je me voyais pas aller. Je brûlais la chandelle par les deux bouts pendant des années. Ça vaut pas la peine. Fait que Le je pense que je sentiment me de vouloir dirais- être parfait aussi, hein? On a souvent ce sentiment-là comme enseignant. On veut être parfait, on veut que ça soit, que les jeunes apprennent, puis on veut finir notre journée, puis que tout le monde soit heureux. Mais nous aussi, on a le droit à l'erreur comme enseignant, tu sais. Exact. On a le droit de faire des erreurs. Donc, je suis très d'accord avec toi. Ouais. Evelyne, toi qui es l'experte des saines habitudes de vie, de l'équilibre, et pour travailler avec toi au quotidien, tu parles pas à travers ton chapeau, c'est vraiment des habitudes que tu as, puis moi, tu m'inspires beaucoup pour ça, puis je t'admire vraiment de mettre en place tout ce que tu dis qu'il faut que tu fasses, parce que moi, je le dis des fois à mes mentorés, puis je suis pas toujours bonne pour le faire, pour moi. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi les bonnes pratiques, c'est quoi la clé, la recette de la réussite, c'est quoi les bonnes pratiques qu'on devrait mettre en place quand ça va bien, là, dès le départ, particulièrement en insertion professionnelle, quand on sait que tout nous prend plus de temps, quand on sait que tout est plus émotif, parce qu'on est moins objectif, on a moins d'expérience. C'est quoi la recette pour être bien, pour garder l'équilibre entre notre vie personnelle et professionnelle? Je sais pas s'il y a une clé. Je sais pas s'il y a c'est un sûr. élément. Je vais essayer de vous apporter sur ce qui fait le plus de sens dans mes suivis puis ce qui Les stratégies gagnantes, oui, en vraiment, général. on va cibler sur deux grandes dimensions. Le premier élément que je recommande autant les gens que j'ai en individuel que j'ai en groupe, c'est de travailler sur ses propres capacités personnelles. Fait que travailler sur soi. Autrement dit, c'est vraiment travailler sur notre tolérance par rapport à des situations inconfortables, par rapport à des défis, des imprévus qui peuvent arriver. Fait qu'on peut vraiment apprendre à mieux tolérer des situations inconfortables, puis on peut changer notre perception par rapport à ces défis-là. Fait que ça, de manière concrète, on peut changer sur comment qu'on se parle à nous-mêmes. C'est notre petite voix intérieure qui dit qu'on n'est pas bonne, puis qu'on sera pas capable, puis qu'on n'est pas une bonne enseignante. Ce que tu nous dis, là, finalement, c'est qu'on peut pas éliminer tous les facteurs environnementaux qui font qu'on se sent stressé, mais qu'on peut travailler sur comment je les prends, je les vois, puis que je les tolère. Tout à fait. Parce que je réalise, après avoir vu beaucoup d'enseignantes, que les stratégies de résolution de problèmes, il m'arrive un défi, voici ce que je fais pour gérer un élément qui se passe dans ma classe, etc. Les enseignantes sont assez bonnes pour appliquer ces stratégies-là. Ce qui est plutôt difficile, c'est quand on est face à un défi, que là, on sent qu'on n'a pas le contrôle. Qu'est-ce que je fais quand je ne sais pas quoi faire? Mais là, ça nécessite à tolérer cet immense inconfort-là,
Et ça, il faut se donner beaucoup de douceur, il faut se parler avec beaucoup de bienveillance, il faut se parler comme si on était son meilleur ami ou sa collègue. Et ça se travaille. Parce qu'initialement, c'est difficile à faire, mais ça se travaille. Fait qu'en venant modifier cette perception-là, ensuite, Lisanne, tu l'as nommé tantôt, mais je fais vraiment du pouce là-dessus qu'il faut prendre des moments. Si c'est pas à chaque semaine, c'est à chaque 2 semaines. Il faut prendre un moment pour réfléchir sur soi. OK, moi, cette semaine, comment je vais? Comment je vais par rapport à ma façon d'enseigner ou dans mes relations? Ou qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va moins bien? Qu'est-ce qui m'a rendue satisfaite? Ou qu'est-ce qui allait vraiment pas bien, puis que là, je commence déjà à mettre en mode, comme je le nommais, résolution de problème, puis d'agir plutôt par petits pas versus d'attendre que là, un peu comme Lisanne, tu le nommais, d'attendre que qu'on voit plus de stratégie de résolution de problème, puis que là, le corps commence à être fatigué, puis que là, qu'on sente qu'on n'est plus capable. Le but, c'est de prendre ça plus tôt. Est-ce que je comprends que ça serait une bonne idée de mettre ça à l'horaire un moment? Puis tu sais, c'est drôle parce que moi, je pense, avec mes enfants, souvent, le moment du bain, c'est un moment où on se dit, bon, tu sais, qu'est-ce qui a bien été dans ta journée? Qu'est-ce qui a pas bien été? Y a-t-il des choses que tu voudrais retravailler? Puis, tu sais, ça pourrait être justement une fois par semaine, on prend un bain, une douche, ou un moment arrêté où on se dit, OK, là, il faut que je fasse le point, puis que je me regarde aller avec un peu de recul. Là. Le moment formel, là, c'est ce qui est le plus gagnant. C'est ce qui permet vraiment d'avoir de l'espace. Ça se jumelle aussi en même temps qu'une autre tâche. Fait qu'il y en a qui vont préférer dire, bah, ben moi, telle journée de la semaine, je m'en vais prendre une marche puis je réfléchis pendant ce temps-là. Mais d'autres personnes, avec des fois avec des nouvelles enseignantes, on le met vraiment à l'horaire. Une fois par temps de semaine, c'est canné dans ta période libre. Là, on a appelé ça soit macro-gestion. Il y en a qui ont appelé ça de l'auto-ergo. J'ai adoré. Fait que vraiment de l'arrêter, ce moment-là. Ouais, je vais ajouter qu'il y a les périodes en mentorat aussi, hein, ceux qui ont accès à des mentors, là, c'est un excellent moment pour ralentir, arrêter le temps, puis prendre des décisions pour se sortir la tête de l'eau à la place de juste survivre sans arrêt. Là. Moi, je faisais ça dans ma voiture. Je le fais encore. Quand je m'en allais en voiture, c'était un moment, t'es seul avec toi-même au retour du travail. Puis là, je passais à ma journée. Puis là, c'est à ce moment-là que je faisais ça. Mais je me demandais aussi, oui, de se parler à soi-même, mais est-ce que c'est important aussi de le verbaliser si ça va pas à d'autres personnes, notre conjoint, conjointe, nos amis? Est-ce que c'est important, Evelyne, de faire ça? Oui, je le nommais tantôt, comment que les collègues, c'est le facteur numéro 1 pour un maintien au travail dans lequel on est bien. Donc, c'est sûr que d'aller, je le renomme, ventiler sans ruminer. Donc, d'extérioriser, de dire, hey, il me semble que ça va être un gros matin, puis d'aller en jaser avec ses collègues. Mais quand on sent qu'on tombe dans, que là, on ravive l'émotion, puis que là, on roule la même cassette, là, sans cesse, ça, c'est des fois le moment qu'il faut se dire, OK, il faut se dire à soi-même, OK, là, j'arrête. Ou même dire à ses collègues, là, quand tu réalises que je suis en train de rouler la même cassette, arrête-moi à un moment donné parce que j'ai tendance à faire ça. C'est là que tu vois, c'est ce que tu dis souvent en formation, faites la différence entre ventiler et ruminer. Oui. Quand on est toujours en train de se refâcher à propos de la même situation qui pourtant est réglée, qui pourtant, ben là, on n'est plus en train de ventiler. Puis ça, c'est pas bon. Ouais, on tombe dans le négatif, là. Donc, on revoit les événements, puis là, ça tombe négatif, là. Ouais. Portez attention à la salle à manger. Ça peut être super gagnant. La fameuse salle des profs. Oui, la salle des profs. Ça peut être super gagnant de se rassembler. Puis il y a des écoles, des fois que je vais, je me dis, hey, ils sont donc bien beaux. Ils sont tous ensemble au récré ou au midi. Puis il y a vraiment une belle dynamique. Puis dans d'autres milieux, je dis, oh, faites attention ou ramenez ça un petit peu plus léger. Puis justement, évitez cette fameuse rumination-là. Puis François, je veux juste revenir sur ton 2 minutes en auto parce que ça, je le dis souvent que le dernier élément de stratégie personnelle, c'est de prendre un moment pour soi au quotidien pour vraiment venir diminuer la charge mentale. Lisanne t'a nommé le multitâche pour toi et pour celles et ceux qui me connaissent, moi c'est un cheval de bataille, le multitâche. Il faut vraiment qu'on sache ça. Puis notre cerveau a besoin, la neuroscience nous dit là, entre 20 et 60 minutes par jour de temps que notre cerveau est pas en train de rouler, là. Donc ça veut dire que ton 2 minutes, ça peut être accumulé plein de petits 2 minutes dans la journée. Là, vous voyez pas, je suis en studio, il y a beaucoup de réactions. Là, on fait tous, c'est beaucoup trop, jamais je fais ça. Ouais. Donc, c'est de le voir où est-ce que vous êtes présentement, comment vous pourriez l'intégrer tranquillement. Donc, le 2 minutes, c'est vraiment mieux que rien. Le meilleur ou la meilleure pratique, ce serait un 60 minutes en forêt, on s'entend. Mais de voir comment est-ce qu'on peut l'intégrer, ces petites minutes-là, sans être dans un tourbillon cognitif et mental.
Exact. Merci de la réponse. Euh, Avais-tu terminé par rapport aux habitudes de travail? Puis, t'avais Ben, fait le tour? si vous voulez avoir deux, trois trucs Oui. supplémentaires, c'est ça. Le premier volet, c'était vraiment sur ses capacités personnelles, mais je pense que dans le milieu de l'éducation, on n'échappe pas d'aborder les habitudes de travail, puisque ça se veut un milieu très, très, très exigeant. Donc, je nommais que je vois beaucoup de gens qui sont en contexte de surcharge. Euh, Moi, j'accompagne beaucoup les gens à identifier pourquoi est-ce que vous êtes en surcharge et surtout pourquoi est-ce que vous vous maintenez dans cet état-là. Parce qu'au scolaire, c'est prévisible qu'il y ait de la surcharge, qu'il y ait des pics, ben, des périodes de pointe, mais ensuite, il faut se dire comment est-ce que je peux rediminuer. Donc, c'est quoi mes habitudes qui m'apportent à demeurer surchargée ou les habitudes qui seraient gagnantes pour que tranquillement, je tende vers l'équilibre. Par exemple, en priorisant, par exemple, en m'affirmant, par exemple, en travaillant sur mon perfectionnisme. oui. Fait que Evelyne, pour faire du pouce, là, tu sais, on dit souvent ça en mentorat. Hey, c'est normal, t'es dans le jus en septembre, Oui. c'est normal. Oui, T'es dans le jus 1er d'octobre, ok, c'est normal, 2e d'octobre. À un moment donné, il faut que ça descende. oui. Parce qu'on le sait qu'au premier bulletin en novembre, on va tous se ramasser dans le jus en même temps. Si on n'a pas eu cette période-là pour se redescendre, c'est là que ça risque d'être dangereux, puis que là, le cortisol va être dans le tapis tout le temps, qui redescendra jamais, puis que là, on va développer une grande fatigue qui peut être inquiétante. Oui, tout à fait. Puis mon conseil ou ma réflexion pour terminer, ce serait de dire, pensez à votre travail en général, puis dire qu'est-ce qui fait du sens pour vous dans votre travail pour un peu revenir à cet essentiel-là, puis à cette base-là. Lisanne, toi, tu nommais, tu l'as pas dit dans ces mots-là, mais la relation que tu as avec tes élèves ou ce que tu apportes à tes élèves, de t'ancrer dans cet aspect-là versus tout le surplus ou tout le reste que tu peux faire. Fait que dans les périodes qu'on est moins surchargé ou que c'est pas une période qu'on s'attend de la surcharge, faut comme revenir à l'essentiel de dire, bon, là, qu'est-ce que je priorise? Je peux prioriser mon équilibre, ma relation avec les élèves, etc. Mais vraiment, pour avoir rencontré plusieurs enseignantes en début de carrière, puis je le renomme que ce soit auprès d'une clientèle d'enfants, d'adolescents ou d'adultes, ils ont tous dit que ce qu'ils avaient fini par apprendre, c'était de s'enlever une pression qu'à la première année, il faut que tout soit parfait, puis que son sentiment d'auto-efficacité, là, de dire faut que je me trouve hot, là, puis faut que je sente que je suis vraiment la meilleure prof ou le meilleur prof que je suis. Ben, il faut comme s'enlever cette pression-là en première année, puis se recentrer sur nous versus le résultat qu'on attend ou versus les attentes qu'on a par rapport à notre classe ou par rapport à nos élèves. C'est très bon, hein. Puis Fait souvent, que revenir. on va se comparer à des enseignants qui ont beaucoup, beaucoup d'expérience. Alors que, tu sais, ce qu'on répète souvent à nos mentorés, c'est, hey, on prend une affaire cette année pour te développer professionnellement. Si c'est des lectures interactives que tu veux mettre en place, ça va être ça cette année. Si tu viens d'arriver dans ton nouveau milieu, que c'est la première fois au 3e cycle, ça peut juste être t'approprier le programme du 3e cycle. Alors, on se vise un objectif de carrière, puis on reste dedans, pas 8 en même temps la même année, c'est trop. Mais ça nécessite de tolérer beaucoup, beaucoup d'inconfort, ça, Ouais. ce que je nommais tantôt. Donc là, on revient à ma première stratégie, parler avec douceur, puis accepter que cette année, ça va être ça. Des fois, on va avoir tendance à aller dans, OK, là, je vais beaucoup décorer ou je vais réviser une énième fois. Mais là, de réaliser, ah, OK, peut-être que ça, c'était mon perfectionnisme qui parlait, puis c'était le fait que j'avais de la misère à tolérer l'inconfort, puis Ouais. de se ramener, mais c'est pas évident à faire, là. Avais-tu terminé les stratégies? Oui. Merci vraiment beaucoup pour ça. C'est très précieux. Puis on gagne tous, je pense, à mettre des petits grains de ce que tu nous dis dans nos habitudes, dans notre vie, dans notre quotidien. Je pense qu'il faut retenir aujourd'hui que prendre soin les uns des autres, c'est essentiel. Oui, il faut penser à nous, mais je pense qu'on a tous le devoir de vérifier l'état de nos collègues aussi, d'aller cogner aux portes. Particulièrement si on sait on a autour de
de nous des enseignants qui sont fragilisés par des événements de vie personnelle ou qui sont en insertion professionnelle. Donc, puis quand on sent que ça va pas, la plupart des centres de services scolaires là, ont un programme d'aide aux employés. Fait on réfère au programme d'aide aux employés. On a tous là, 6, 7, quelques rencontres là, payées avec un psychologue, une travailleuse sociale. Faut vraiment pas hésiter là, à demander. Puis même quand ça va pas très mal, quand ça va juste un petit peu mal, on peut commencer déjà ces idées-là, cette démarche-là, pardon, avant que ça aille mal pour éviter justement qu'on s'enfonce. Pensez aussi à aviser les mentors autour de vous quand vous voyez qu'il y a un enseignant d'insertion professionnelle qui perd un peu des plumes, que ça va moins bien. Allez aviser son mentor là, pour qu'il s'assure qu'il prend en charge rapidement, puis qu'il rentre dans sa classe, puis qu'il va écouter, puis être là pour cette personne-là, pour vraiment prendre le temps là, de prendre des décisions pour se sortir la tête de l'eau. Je dépose aussi il y a des capsules qui sont super intéressantes d'une chercheuse qu'on dit, pardon, de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui s'appelle Nancy Goyette. J'ai suivi à un moment donné des cours avec elle, là, la psychopédagogie du bien-être en enseignement. Elle est très intéressante. Elle a passé une grande partie de sa vie à faire de la recherche sur le bien-être des enseignants en contexte de travail. On pourra les déposer, là, François, là, qui est le maître du site ressources du centre de service. On va déposer ça. Qui pourra déposer ça. Elle a un canal YouTube aussi là, qui est très intéressant à aller fouiller. Là. Alors, Nancy Goyette, puis Evelyne, je pense que tu avais quelque chose aussi. Hein? Oui, moi aussi, je suis pas encore la maître, mais je suis en train de travailler sur un SharePoint où est-ce que j'y dépose mes outils qui sont plus structurés. Donc, si vous êtes davantage visuel ou vous aimez d'autres façons d'apprendre, je pousse beaucoup plus loin mes enseignements dans des capsules puis dans des informations visuelles. Parfait, parfait. Donc, merci beaucoup. Merci. Pour conclure, là. C'est déjà la fin Oui. de l'épisode d'après la cloche. Merci à Evelyne, merci à Lisanne pour votre grande générosité, pour votre grande authenticité aussi de se montrer vulnérable. C'est un défi, mais c'est tellement un beau défi personnel aussi d'accepter ça, puis de servir d'exemple et d'inspiration aussi pour d'autres qui pourraient vivre le même genre de défi que nous. Donc, faut se rappeler, je pense que le bien-être en enseignement, c'est un travail qui est collectif, que chaque petit geste compte, que ce soit pour prendre soin de soi ou pour soutenir un collègue. Il faut prioriser notre équilibre, oser demander de l'aide aussi quand c'est nécessaire et surtout être bienveillant envers soi-même. Un grand défi. Donc, on va conclure à un prof qui est heureux. Donc, c'est un prof qui va amener du positif dans sa classe, qui va être épanoui, puis les jeunes, ils vont le ressentir. Donc, merci, Evelyne. Merci, Lisanne. C'était un plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Merci, Pascal. Merci. Donc, au plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.